François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va voir très vite avec vous que vous avez un point de vue plutôt optimiste et rassurant quant aux perspectives de marché. Mais j'aimerais d'abord vous faire réagir à une des citations que j'ai extraites d'un papier de Dorval Asset Management. Et il y est écrit « Alors que les cas de coronavirus continuent de grimper en Europe, les investisseurs s'en préoccupent de moins en moins, ce qui nous semble rationnel. » Alors, quand on a vu la journée du 21 septembre, marquée par des dégagements importants, en raison entre autres de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, avec l'évocation d'un retour au confinement, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu allé vite en besogne ? Peut-être, ça c'est possible pour les quelques jours et semaines qui viennent, mais fondamentalement, je maintiendrai la même idée. Tout simplement parce que, bon, vous l'avez observé, hein, la bourse est beaucoup remontée depuis le mois d'avril. Et pendant l'été, elle a même plutôt bien résisté à une explosion des cas de coronavirus aux États-Unis en juin-juillet. Explosion qui a été suivie d'un reflux et qui a coûté relativement peu cher à l'économie américaine. Il y a eu un petit plateau de la consommation, mais rien de bien grave, et qui aussi a été très peu mortel. Hein. Le taux de mortalité de cette vague, qui a été très forte chez des gens plus jeunes, a été faible. Et donc la gestion aujourd'hui des vagues de coronavirus, qui continuent, la preuve, en Europe aujourd'hui, eh bien cette gestion est complètement différente de celle de mars-avril. Elle est beaucoup moins disruptive pour l'économie. Et c'est ça que je voulais dire, et que je maintiens, c'est que oui, je ne sais pas ce qui va se passer avec la vague actuelle, jusqu'où on va aller, on va surveiller comme ils ont fait au mois de juillet aux États-Unis le taux de remplissage des hôpitaux, et puis en fonction de ça, ils vont faire un certain nombre de mesures. Mais on voit bien dans le discours des gouvernements, y compris du gouvernement français, que la priorité économique devient très forte, et que l'arbitrage entre douleur économique et puis exigence sanitaire est bien au cœur des préoccupations. Donc ça me paraît tout à fait logique. Enfin, un dernier point, le vaccin, on nous le promet en tout cas, arrive, probablement avec des premiers résultats de tests de la 3e phase en novembre. Et donc là aussi, les perspectives, hein, puisque quand on investit en bourse, on fait des calculs, on est censé faire des calculs sur longue période. Et bien au-delà des quelques mois qui viennent, la question du coronavirus va probablement et progressivement disparaître de notre environnement. Alors, encore une fois, je ne vais pas débattre avec vous de l'évolution de l'épidémie, je ne suis pas qualifié pour ça. Moi non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est le degré finalement de certitude ou de probabilité que vous mettez dans votre scénario. Or, aujourd'hui, on a tout de même des éléments, vous évoquez les vaccins, bon, il y en a eu 200 qui ont été lancés, enfin 200 programmes. En juillet, le Lancet déclarait qu'il n'y en avait que 2 qui donnaient des résultats à peu près positifs. Celui d'AstraZeneca, dont on sait qu'il a été arrêté temporairement. Il a été repris, mais pas dans tous les pays, parce qu'on avait des effets secondaires sur un certain nombre de testeurs de ce vaccin qui étaient malheureusement un peu trop dangereux. Et puis du côté de Moderna, on est sur une technologie qui, jusqu'à présent, historiquement, alors on espère que ça va fonctionner, mais n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire, on n'injecte pas le virus, mais une séquence génétique du virus. Donc, encore une fois, on espère que ça va fonctionner, mais se dire que le virus sera évacué dans 3 mois, 6 mois ou 9 mois, c'est peut-être encore une fois un peu rapide. Okay. Et d'autre part, on voit apparaître à l'écran un graphique assez intéressant, c'est l'évolution des cas en France. Et on voit que les infections ont bondi chez les moins de 44 ans depuis un certain temps déjà, ça on le savait, mais on s'aperçoit aussi qu'elles repartent à la hausse chez les plus âgés, c'est-à-dire chez les plus fragiles. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se substituer au corps médical, parce qu'il est lui-même parfois un peu divisé quant à l'extrapolation et à l'interprétation de ces données, mais tout ce que ça souligne, c'est qu'il y a tout de même une incertitude. Donc, ma question, c'est, dans ce contexte d'incertitude, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de bâtir un scénario de gestion en postulant que la question de la Covid sera évacuée rapidement ? Ok, alors laissez-moi préciser une chose. Je ne suis pas, tout comme vous, un spécialiste des questions épidémiologiques et je ne sais pas quand et sous quelle forme un vaccin viendra, etc.
Ce que j'observe en revanche, c'est que l'équilibre, c'est ça le point clé, l'équilibre entre la douleur économique, l'impact économique du coronavirus et les mesures de relance et de soutien, cet équilibre est aujourd'hui en train de produire, et c'est déjà le cas depuis le mois de mai, une reprise de l'économie mondiale. Reprise qui a été beaucoup plus forte que ce que les instituts de prévision craignaient, et qui d'ailleurs révisent leurs chiffres à la hausse, et qui devrait pouvoir continuer, à condition bien sûr que l'équilibre soit maintenu, c'est-à-dire que, la dangerosité du virus reste au niveau actuel, c'est-à-dire pas suffisamment dangereux pour fermer totalement l'économie, auquel cas effectivement on aura un gros problème. Donc ça c'est ma première hypothèse. Deuxième hypothèse, que les gouvernements et les banques centrales continuent d'adapter leur politique à ce qui se passe au niveau de restrictions imposées par le virus. Or ça, ce scénario-là, c'est celui-là dont je parle. Et c'est bien ce scénario qui me semble crédible, parce que c'est ce qu'on observe, parce que c'est le discours des banques centrales et des gouvernements. Alors il y a des hiatus, on le voit aux États-Unis, tout n'est pas parfait, mais on n'a pas parlé encore de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, et puis en Asie, le virus a quasiment disparu pour l'instant, on ne sait pas, c'est la réalité actuelle. L'économie chinoise progresse beaucoup plus vite que prévu et entraîne avec elle beaucoup d'économies asiatiques. La Corée aussi, qui a eu un pic de cas au mois d'août, est en train de se rétablir. Donc voilà la réalité du monde. Si on sort de la France, évidemment, on est en France, alors on est traumatisé par ce qui se passe, mais la réalité du monde, c'est qu'on a probablement fait un pic de cas aux États-Unis à la fin du mois de juillet, en Amérique latine aussi. Et donc voilà, grosso modo, dans le monde, il y a un équilibre qui reste compatible avec la poursuite du rattrapage de l'économie mondiale, scénario qui va se dérouler encore pendant au moins 2 ans. Parce qu'on a des politiques de soutien, notamment de la part des banques centrales, qui sont gigantesques. Parce qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire que soit l'optimisme sur le vaccin se concrétise, auquel cas ce sera probablement la plus grande mesure de relance que vous pouvez imaginer, parce que tous les secteurs les plus affectés par le virus vont pouvoir commencer à faire des plans, investir, et donc bien à partir de l'été prochain, on pourra voyager normalement, etc. Soit ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que le virus est toujours là, nous embête, comme quelque chose qu'on aurait au pied, un petit peu lourd, mais à ce moment-là, une compensation du reste. On l'a vu dans les chiffres de l'INSEE. Je ne sais pas si vous les avez observés à la loupe comme moi, parce que c'est mon métier, mais l'INSEE a donné des chiffres très intéressants. À la fin du mois d'août, l'Institut français estime que la consommation des ménages, la consommation totale, en biens et en services, n'était plus que 2% inférieure à son niveau d'avant crise du Covid. 2%, c'est pas beaucoup, c'est significatif, mais c'est pas beaucoup. Et alors comment ça se passe ? C'est 20% de moins dans les secteurs restauration, transport, etc. Donc ça, c'est énorme, c'est une récession gigantesque, absolument énorme. Mais c'est 5, 6, 7% de plus dans d'autres secteurs de consommation, l'automobile avec les plans de relance, les produits électroniques, les produits industriels, les achats de restauration de la maison, de fournis. Tout ça est en train de bénéficier des plans de relance et donc il y a bien un équilibre. Alors justement, puisque vous évoquez les plans de relance et le jeu entre la politique monétaire et la politique budgétaire, on a l'impression ces derniers temps que les banques centrales passent plutôt en mode statu quo, ce qui est une façon de dire, là on en a fait beaucoup, on a fait énormément, on a monétisé une bonne partie des dettes, pour que vous puissiez soutenir l'économie, vous, gouvernement, maintenant c'est à vous de jouer. Est-ce que le risque, il n'est pas là ? C'est-à-dire, est-ce que le politique va vraiment prendre le relais ? C'est un peu ça. Alors, elles n'ont pas monétisé les dettes. Si elles avaient monétisé les dettes, il n'y aurait pas de dettes. Par contre, elles ont acheté les dettes sur le marché secondaire. Donc, à proprement parler, on ne peut pas parler de monétisation. Mais c'est important, parce que monétiser, c'est un acte beaucoup plus influent. Elles ont tout de même financé. Elles refinancent les États. Et tant que ces dettes sont conservées dans leur bilan, ça ne pose pas de problème. Oui, on est bien d'accord. Oui. Mais la monétisation, c'est autre chose. Donc, Vous êtes le technicien, très bien. C'est une injection monétaire directe. Fin de la parenthèse. Le point que vous soulevez est central parce qu'il va falloir s'assurer
qu'un des piliers de mon scénario, qui est que les banques centrales et les États continuent à compenser ce qui doit être compensé en fonction des aléas du Covid, que cette politique se poursuive. Alors, le discours des banques centrales, c'est de dire, que nous, notre action, là où elle est la plus forte, eh bien, ça se passe exactement comme prévu. On a des conditions financières qui sont très bonnes, les taux d'emprunt, même aux particuliers, les taux d'emprunt bancaire ont beaucoup baissé, les taux d'emprunt aux sociétés sur les marchés ont beaucoup baissé. Et puis même, par exemple, la Federal Reserve, elle dit, regardez, le boom de la construction résidentielle, le boom de tout l'univers de l'immobilier, c'est bien nous qui l'avons institué. Donc tout ça, on fait notre boulot. Et elles ont aussi un discours qui est de dire, la meilleure arme pour relancer, c'est bien la coordination entre politique budgétaire et politique monétaire. C'est ça la meilleure arme. Alors ça, c'est quelque chose qui fait maintenant, alors pas consensus, mais en tout cas, qui est une pensée assez majoritaire chez les économistes, qui est une pensée keynésienne, quelque part. C'est bien la politique budgétaire est beaucoup plus puissante que la politique monétaire pour faire repartir l'économie à court terme. Et la politique monétaire, par contre, permet à cette politique budgétaire de ne pas être douloureuse en termes de taux d'intérêt, etc. Voilà. Et c'est cette coordination que M. Powell, Mme Lagarde voudraient voir à l'œuvre. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des questions qui se posent pour des raisons parfois politiques, parfois idéologiques, parce qu'il y a quelques freins qui se sont fait jour et qui ont émergé, par exemple, aux États-Unis à la veille des élections. Et donc, on n'a pas encore la prolongation des mesures de soutien aux États-Unis, prolongation que le Parti démocrate et Trump appellent de leur vœu, mais qui bloque du côté des républicains du Sénat. Bon, en tout cas, il faut que cette combinaison des deux fonctionne pour que votre scénario se déroule. Oui, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, je précise aussi, dernier point, que même si on met un peu de temps, c'est-à-dire même s'il faut attendre les élections américaines pour avoir un nouveau plan de relance, on a quand même un peu de temps devant nous pour une raison très simple qui s'appelle le taux d'épargne. Le taux d'épargne des ménages aujourd'hui est entre 50 et 75% plus élevé qu'il ne l'était en temps normal, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça, c'est une réserve que les ménages vont pouvoir continuer à dépenser au cours des mois qui viennent. Réserve qui, je le précise, contrairement à ce qu'on entend souvent, ne dépend que très peu des questions de confiance. Le taux d'épargne des ménages en France a été estimé par l'INSEE à 27%. Son niveau habituel est de 14%. En pleine crise de la récession de 2009, 2010, 2011, crise de l'euro, etc., on a été à 16. Là, on est à 27. Donc, même si les ménages n'ont pas confiance, peut-être qu'ils garderont 16% au lieu d'aller à 14%, mais il y a encore 10% à gagner. Donc, il y a encore beaucoup d'argent à consommer. Alors, c'est intéressant, François-Xavier, que vous parliez du taux d'épargne des ménages. Il a en effet remonté un peu partout, mais c'est intéressant de regarder dans le détail. On a eu une enquête aux États-Unis, début septembre, publiée par CNBC et Acorns, et elle révèle que 14% des ménages américains, c'est-à-dire 46 millions de personnes, ont carrément épuisé la totalité de leur épargne de précaution au moment où l'épidémie s'est déclarée. 14%, donc c'est beaucoup. Et quand on regarde encore plus dans le détail, on voit que 26% des 25-34 ans et 21% des 35-44 ans sont dans ce cas. Ce sont ceux qui consomment naturellement le plus habituellement. On voit bien donc qu'il y a des disparités très fortes au sein de la population et que les plus fragiles sont aussi les plus touchés. C'est très important et c'est un point clé d'un point de vue keynésien. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui serait le plus efficace, c'est d'orienter le maximum de soutien aux ménages qui ont ce qu'on appelle une forte propension à consommer. Donc c'est ce que vous citez là, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait, justement, par l'administration Trump, par les soutiens aussi en Europe. Et il faudrait que ça continue si on veut, d'une manière très efficace, absorber les différents chocs qui viennent du virus. Quand on regarde les indices de confiance du consommateur, ils sont tout de même encore assez en deçà des niveaux qui étaient les leurs avant crise. Est-ce que c'est
pas tout de même un sujet un peu de préoccupation pour votre scénario? Non, en fait, le scénario, c'est là où il faut préciser un peu la question des cycles. Voilà. On est au début d'un cycle. Bon, on a failli être au début d'un cycle à la fin de l'année dernière, et puis ça a été repoussé. Donc, pourquoi début de cycle à la fin de l'année dernière? Parce qu'on avait eu 2 ans de ralentissement, 2018-2019, la guerre commerciale, etc. Donc, on pensait, c'était mon scénario d'ailleurs, qu'on était reparti pour 2 ans. Mais le coronavirus nous a fait repartir finalement plus tard et d'un niveau beaucoup plus bas. Un cycle va se dérouler sur 4 ans à peu près, avec 2 ans d'accélération. Ce n'est qu'au bout des 2 ans d'accélération, en général, que vous allez voir la confiance des ménages revenir là où elle était, le taux de chômage revenir là où il était. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Plus les politiques budgétaires et monétaires sont actives et efficaces, moins ça prend de temps. Mais on est dans un contexte particulier, très keynésien, c'est vrai, mais avec un problème à résoudre qui n'est pas simple, qui est le problème du coronavirus. Donc moi, je fais l'hypothèse que, bon an, mal an, on a devant nous au moins 18 mois de rattrapage économique pour revenir à une confiance des consommateurs qui se normalise. Mais c'est un environnement favorable, selon vous, au marché boursier? C'est le meilleur possible, en fait. Quand on a, si vous voulez, quand une situation est catastrophique, qu'elle devient mauvaise, puis médiocre, puis bonne, cette dynamique-là, c'est la meilleure dynamique possible pour les marchés. Parce que tant que la situation est suboptimale, et aujourd'hui, objectivement, elle l'est, eh bien, les politiques monétaires et budgétaires sont là pour les soutenir. Les taux restent extrêmement bas. Et en même temps, la dérivée seconde, c'est-à-dire la variation, elle est toujours positive. Ça, c'est le meilleur moment, en général, pour investir en bourse. Est-ce que dans cet environnement que vous décrivez comme favorable pour la bourse, on n'a pas un problème tout de même, c'est la valorisation? Alors, la valorisation, en fait, c'est toujours d'abord un débat difficile. Pourquoi? Parce que valoriser un actif financier de type action, c'est une mission impossible, puisqu'il s'agit de valoriser à l'infini des flux inconnus de dividendes à un taux d'actualisation inconnu. Donc, de toute façon, c'est plus ou moins impossible. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde par rapport à l'historique, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est sur des valorisations historiques qui sont normales à légèrement chères au niveau global, mais avec surtout un écart record entre les thèmes les plus à la mode, souvent justifiés. La technologie, la santé, les valeurs très résilientes, les grandes capitalisations très résilientes. Et puis, de l'autre côté, les secteurs les plus cycliques, dont les financières, qui subissent des problèmes particuliers, mais les secteurs cycliques, l'industrie, les matières premières, l'énergie, tout ça est au tapis. Voilà. Donc, si vous dites est-ce que la bourse est chère, ça dépend de quoi on parle. Alors, quand on prend les valeurs les plus à la mode, les secteurs les plus à la mode, c'est pas encore scandaleux parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc la prime de risque par rapport aux taux d'intérêt reste tout à fait acceptable. En revanche, là où il y a des soupçons de bulles, et on en parlait déjà en début d'année ensemble, avant la crise du coronavirus, où on parlait de ces soupçons de bulles qui se sont confirmés d'une manière spectaculaire cet été, parce qu'on a vu des investisseurs individuels, particulièrement aux États-Unis, mais pas seulement, venir massivement investir en bourse sur ces valeurs-là, les valeurs du type GAFA, Tesla. Et au travers d'options. Au travers d'options, donc avec des effets de levier. Et là, on est dans une bulle. Il faut nommer les choses. C'est une bulle. C'est une bulle du point de vue psychosociologique, avec des gens investis dans des dossiers qu'ils croient être éternellement extraordinaires. Bon. Alors, ce sont des dossiers extraordinaires. Les bulles n'apparaissent pas sur des valeurs qu'on n'aime pas. Elles apparaissent toujours sur des vrais sujets. Mais là, il y a une surchauffe. Alors, on l'a vu, le Nasdaq commence à avoir une volatilité qu'on ne lui connaissait pas. On voit des dégagements. Il a déjà perdu 12-13%. Ça pourrait continuer. La bulle pourrait aussi repartir. C'est très difficile de prévoir ce genre de choses. Mais on sent que là, il y a quelque chose d'un peu dangereux et d'un peu délicat. Fragilité. Une fragilité. C'est une fragilité. Mais aussi pour la tendance de l'ensemble des marchés. Parce que si le Nasdaq dévisse, on aura une contamination. Ça peut être, il peut y avoir une contamination temporaire, c'est-à-dire une frayeur, mais
Si la bulle du Nasdaq se dégonfle, en tout cas la partie bullesque se dégonfle, ça n'aura aucun impact macro-financier. C'est vraiment une correction. Une purge. Une purge, voilà. Si elle a lieu, encore une fois, et oui. quand, je ne sais pas. Mais il y a une fragilité qui arrive. Et la conclusion que j'en tire, c'est pas ayons peur, retirons-nous de la bourse à cause de ça. Ça me paraît peu logique. Mais plutôt de dire, redécouvrons, alors c'est peut-être un vœu pieux que j'exprime là, mais redécouvrons les valeurs éternelles de la diversification. C'est-à-dire, c'est les phrases vraiment classiques de nos grands-mères, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais c'est quelque chose qui fonctionne à long terme. C'est de profiter de cette situation où les écarts de valorisation sont extrêmes et où le cycle de la politique économique et de l'économie en général est en train de repartir. La situation est mauvaise, je le répète, mais elle est en train de devenir médiocre. On est dans un monde relatif. On est dans un monde relatif qui est favorable. Donc il faut être investi en action, mais avec une diversification très très forte, maximale, géographiquement, sectoriellement. Et même, on l'a vu d'ailleurs, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en Europe, les petites valeurs commencent à revenir un petit peu dans les portefeuilles, recommence à surperformer après 2 ans de liquidation. 2018-2019, ça a été la liquidation des petites valeurs européennes dans les portefeuilles. C'est assaini, donc on peut y revenir. C'est un peu pareil pour tous les secteurs cycliques qui ont été malmenés. Bon, leur valorisation aujourd'hui vous dit, j'en mets, alors un peu, beaucoup, c'est à vous de voir, chacun son style, et chacun son scénario aussi. Moi j'ai le mien, je vous l'ai exposé. Avec le scénario que Dorval Asset Management utilise, on a un billet, je dis bien un billet, en faveur des secteurs les plus cycliques, parce qu'on pense qu'on est au début d'un cycle et qu'on a une bonne visibilité, même si forcément les calendriers sont toujours incertains, mais on a une très bonne visibilité devant nous, donc on a un billet en faveur des secteurs cycliques. Cela dit, dans nos portefeuilles, les thèmes de transition énergétique, de digitalisation de l'économie, etc., sont toujours présents, parce que ce sont des thèmes structurels, après qu'on essaye de calibrer en termes de valorisation pour ne pas les acheter trop cher. Bon, en tout cas, François-Xavier, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, c'est que selon vous, on est dans un cycle qui s'améliore. Alors, qui s'améliore, c'est-à-dire qu'on passe du catastrophique au très mauvais, puis on va aller vers le mauvais et on l'espère vers le meilleur. Mais en tout cas, on est dans une dynamique d'amélioration. Et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça qui est favorable à la bourse. Et le conseil que vous donnez aussi dans cet environnement, c'est de diversifier. C'est un conseil de bon sens, mais pour vous, il s'applique plus que jamais. Exactement. François-Xavier, merci. Merci.